Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Paul. Aujourd'hui, on va construire un budget ensemble avec la méthode Learn Corporate. La méthode Learn Corporate, c'est une méthode que j'ai mis en place au fil des années parce qu'à l'époque, lorsque je recevais mon salaire, j'étais extrêmement dépensier. J'ai été dans le rouge dès la première semaine parce que j'avais ces pulsions-là dépensières que je ne pouvais pas contrôler. Donc au fil des années, je me suis acheté pas mal de choses, pas mal de gadgets, j'ai fait pas mal de restaurants, j'avais des chiffres assez monstrueux, hein. Donc en commande mensuelle de nourriture à emporter, j'ai été à 1000 euros par mois. Et je l'ai fait pendant plusieurs années. Et jusqu'à un jour où je me suis remis en question. Voilà, je me suis remis en question, j'ai vu autour de moi qu'il était possible de faire autrement. Je me suis intéressé à la finance personnelle, je me suis intéressé à la finance de marché et j'ai compris que voilà, ce que je faisais avec mon argent n'était pas digne. Voilà. Du coup, j'ai commencé à mettre au point des techniques de budget. Je me suis dit, ben, un budget, c'est simplement en plus et en moins, comme beaucoup de gens se disent. Mais un budget, ce n'est pas vraiment qu'un plus ou un moins. Un budget, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est beaucoup plus technique que ça. Et de ce fait, j'ai commencé comme tout le monde à faire le plus comme le moins. Ça n'a pas marché. En tout cas, ça n'a pas tenu bien longtemps. Et je me suis remis en question beaucoup de fois. Il m'a fallu énormément de douleur, énormément de honte pour accepter mon échec, encore une fois, sur ce point budgétaire, ce qui m'a permis de faire des recherches un peu globalement sur Internet, de m'y intéresser et d'étudier d'autres méthodes. Bien sûr que ces méthodes-là n'étaient pas adaptées à mon besoin de simplicité et d'efficacité. Je ne voulais pas passer 50 minutes, 2 heures à faire un budget ou que ça devienne en fait une contrainte chaque fois que je fais un achat, reprendre les tickets de caisse comme certains font, etc. Je n'avais pas ce temps-là. Je n'avais pas ce temps-là. Voilà. Quand tu vis dans une ville moderne où tout se passe à 1000 à l'heure, bah, tu n'as pas de temps à perdre. Okay. Donc il me fallait quelque chose de fiable qui soit compatible avec mon mode de vie, en tout cas le mode de vie de beaucoup de gens aujourd'hui, et qui soit complètement efficace et tienne dans la durée. Okay. En fait, mon ordi s'est mis en veille, c'est pour ça que j'ai un peu perdu mes mots. En tout cas, c'est des vidéos où je suis complètement naturel. L'idée, c'est vraiment d'être en proximité et de co-construire et d'avancer ensemble. Okay. Du coup, méthode mise en place, méthode testée. Je l'ai notamment proposé à des amis, à de la famille, à des connaissances, à des inconnus. Donc les retours qui m'ont été faits m'ont permis de l'améliorer au fil des années. Aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans que je fais cela. Et cela m'a permis d'économiser, cela m'a permis de voyager, cela m'a permis de placer sur les marchés financiers, de comprendre les marchés financiers et d'être rémunéré aujourd'hui par rapport au placement que j'ai mis sur les marchés, donc de le faire complètement en étant autonome, quoi, et de ne pas payer des frais à un gestionnaire de patrimoine à chaque transaction, par exemple, parce que tu as des gestionnaires de patrimoine qui ont ce mode de fonctionnement où tu payes pour chaque montant que tu investis. Voilà. Donc aujourd'hui, je le fais seul, donc avec les risques de mes erreurs ou les joies de, de mes réussites. Ça requiert du temps, ça requiert de l'apprentissage. Et aussi, ce que j'ai pas dit, c'est que j'ai fait une école de finance où on apprenait à trader et on apprenait également à comprendre, à, en tout cas, toute l'analyse financière autour de l'entreprise. Du coup, voilà, je suis assez calé sur le sujet et j'ai quand même complété cela avec des lectures personnelles et aussi l'apprentissage de la vie, l'apprentissage de la vie privée, mais aussi de la vie professionnelle
au sein des différents métiers que j'ai pu faire dans la finance, mais également dans le conseil. Okay. Donc, pour remettre vraiment les bases complètes, pour voir ce qui touche vraiment, en gros, ce qui pêche dans le budget de beaucoup, il faut repartir à la source. La source, c'est quoi? Pour avoir fait du conseil dans beaucoup de sociétés, j'ai pu accéder à des informations extrêmement confidentielles. J'ai pu conseiller sur des stratégies, donc avec une équipe de stratégistes, sur des stratégies vraiment infaillibles, qui ne se voient même pas à l'œil nu, voilà, qui sont tellement très bien élaborées que ça passe complètement comme ça. Donc ce sont des stratégies mentales lorsqu'on va conseiller des boîtes qui font du B2C, hein, par exemple. C'est des stratégies mentales pour être présent dans la tête du consommateur. C'est des stratégies mentales pour donner envie au consommateur de consommer. Okay. Du coup, on va prendre une ville comme Paris. Donc on est à Paris. Moi, c'est ça qui m'a aidé à me débloquer. C'est un peu c'est un peu ce que j'ai également découvert dans le monde professionnel. Et je commence vraiment par cette partie parce que c'est la partie qui va agir sur la psychologie. Parce que la psychologie est très importante lorsque on parle de finances personnelles, de budget. Parce qu'aujourd'hui, la méthode simple plus ou moins ne prend pas en compte tout l'aspect psychologique, ne prend pas en compte la complexité de notre cerveau, de nos émotions et de nos habitudes de consommation. Parce que ce que l'on voit touche notre cerveau, touche nos émotions et touche nos habitudes. Et du coup, c'est sur ça que les sociétés en fait agissent. Okay. Pour ceux qui ne savent pas, donc ici on a le peuple, on a les consommateurs. Hein. Je vais essayer de faire des dessins assez simples. Je m'étais acheté une tablette et un stylet, mais je n'arrive pas à les prendre en main encore pour l'instant. Mais ça va s'améliorer. Hein. Voilà. Donc ici, on a le peuple, on a des gens classés par catégorie. Ce sont des paniers, donc des paniers de consommation, donc un panier moins de consommation. On sait qu'en catégorie A, bah, il est capable de consommer à l'année, par exemple, 100 000 euros. 100 000 euros d'achat. En catégorie B, il est capable de consommer 50K. En catégorie C, bah, lui, il sera plutôt dans les 20K. Et en catégorie D, voire E, bah là, on est sur du 10K. Et là, c'est vraiment en dessous du 10K jusqu'à 1K par an. Voilà, parce qu'on va vraiment ratisser large. Du coup, ce qui est mis en place, c'est que tu as les boîtes qui vont faire du B2C, donc du business to customers, donc ils vont vendre des produits notamment pour les personnes physiques comme vous et moi, et qui vont en fait targeter les produits par rapport au panier moyen. Le panier moyen, c'est le panier de dépenses moyenne, et tu auras ces différentes boîtes-là qui vont targeter. Donc là, on va voir que par exemple, tu as du LVMH, pour donner vraiment une image. Hein. Ici, on va dire que tu as quoi? Ici, tu as du LVMH. Tu as du... bon, tu as du LVMH, tu as... je suis en train de chercher une marque un peu moins luxe, une marque intermédiaire. En tout cas, moi, je n'ai pas de choses de marque ici, du coup, c'est assez complexe. Qu'est-ce que les gens aiment consommer? On va dire du H&M, voilà, pour donner l'image, et du Shein. Ok. Donc,
LVMH a un ticket d'entrée, on va dire, qui est plus élevé que H&M et Shein. Voilà. Tu vas avoir des sacs à 10 000 euros, 15 000 euros. Voilà, quand tu rentres vraiment dans le luxe, quoi. Tu as un ticket d'entrée, on va dire, à 1000 euros ou 500 euros. 500 euros pour vraiment ce qui est le plus abordable. H&M, tu as un ticket d'entrée à quoi? À 9 euros, des chaussettes. On va dire ça comme ça. 9 euros, 10 euros. Tu vois. Shein, tu as un ticket d'entrée à 1 euro. D'où le succès fou, parce qu'il voilà, il contrôle totalement la supply chain, on va dire ça comme ça. Et ils ont su vraiment rendre fou les dépensiers. Du coup, ici, tu as le système bancaire et ces fameux prêts. Prêts à la consommation. Et tu as tout ce qui est Sofinco. Sofinco et ses crédits, ses crédits prison à 15%, renouvelables, etc. Donc, ça se passe comme ça. Euh, Tu as ceux qui, concrètement, n'ont rien à envier, hein, et peuvent se permettre d'acheter du LVMH, ils vont le faire. Ils vont le faire. Ça ne veut pas dire que parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent qu'ils ont une meilleure gestion financière que ceux qui en gagnent moins. Non. Je connais, et moi-même j'étais dans ce cas, euh, où malgré ce que je gagnais, j'avais une gestion financière complètement pauvre. Parce que mon éducation financière était également. En fait, ils vont lancer de la publicité, ils vont lancer, aujourd'hui c'est très facile, hein. On parle notamment de dopamine. Donc sur TikTok, moi je le vois énormément. TikTok, c'est une application addictive. C'est l'application la plus addictive au monde en ce moment. Et quand tu y entres, tu ne sais jamais quand est-ce que tu y sors. Et j'ai vu des gens passer des années, notamment sur TikTok, 4 ans, 5 ans, à faire des lives tous les jours, à parler, à papoter de rien du tout, et à complètement délaisser leur vraie vie. Du coup, les boîtes comme TikTok vont pousser le caractère dopaminique à fond. On va vous montrer, notamment par le biais des créateurs, euh, des produits. On va vous convaincre du fait que vous avez envie de consommer ces produits. Donc, vous allez les acheter et ça va en fait casser votre panier. OK? Donc, les gens qui tombent beaucoup plus dans ce genre de manigance, c'est en fait ceux qui ont les paniers les plus faibles, tu vois. C'est les catégories D et E. Et du coup, des marques comme Shein vont maximiser la pression psychologique, neurologique sur ses prospects, sur ses clients, afin que vous puissiez dépenser tous vos euros complètement pour acheter des choses dont vous n'avez vraiment pas besoin. Et ça joue bien parce qu'il y a aussi un système de classement social par rapport à ce que tu achètes. Moi, dans le passé, je pensais que avoir une ceinture Louis Vuitton me donnait une certaine valeur. Euh, Ce n'était pas de ma faute, mais j'avais grandi dans un milieu un peu congolais où le fait de porter de la marque automatiquement était perçu comme une élévation de ta personne. C'est avec ma propre critique personnelle qu'un jour j'ai pris conscience que tout ça était complètement faux, que tout ça était complètement con et absurde. Et je me suis rendu compte que non, je ne pouvais pas être comme ça et ça ne me ressemblait pas non plus. Voilà. Je n'aimais pas, je le faisais, mais je ne savais même pas pourquoi je le faisais, parce que tout le monde le faisait. Et un jour, je me suis assumé, je me suis dit, bah, je ne suis pas comme ça, donc j'arrête avec ce genre de mécanisme d'achat, ce genre de complexe et ce genre de pensée. Mais pour ceux qui sont restés dans ce genre de mécanisme, en fait,
il y a ce qui s'applique, en fait, on appelle ça la comparaison. Donc, ils vont voir quelqu'un qui va acheter une Renault, une voiture, etc. Ils vont s'endetter, donc soit auprès de leur banque avec un prêt à la consommation, soit auprès d'autres organismes hein, comme Sofinco avec des taux d'intérêt hyper chers pour simplement avoir un bien qui ne leur sert à rien finalement, mais qui leur sert qu'à montrer, qu'à essayer de montrer une certaine élévation dans la société. Et tout le monde tombe pour ça. Donc, la plupart du temps, ce sont des salariés. Hein. C'est toujours les salariés qui tombent dans ce genre de piège. Les salariés qui n'ont pas assez d'éducation financière. Et, et quel que soit le niveau de salaire, encore une fois. Et moi, j'étais un peu tombé dans ce piège. J'étais un peu tombé dans ce piège et j'ai réussi à en sortir. Donc, il y a vraiment une emprise hein, via le marketing ou via la publicité mentale, un travail mental, parce que quand tu vois des images à répétition, bah, tu entraînes ton cerveau à déjà, tu perds l'attention. Donc, il y aura forcément beaucoup de gens peut-être qui ne finiront jamais la vidéo parce qu'ils ont perdu cette capacité-là à se concentrer et à avoir de l'attention sur quelque chose. Donc, pour eux, ils louperont l'information. Et du coup, vu qu'on est dans une société où on perd l'attention, bah, on est dans une société hyper marketée. Tout le monde fait du contenu, tout le monde vend quelque chose, tout le monde a pris en grippe les réseaux sociaux et les réseaux sociaux ne sont plus du tout que les réseaux sociaux. Ils deviennent maintenant des outils de vente à outrance où on ne peut plus simplement partager quelque chose sans forcément derrière dire bah tiens tu peux retrouver ça dans mon panier TikTok. Voilà, donc la vente est constante et ça a un impact psychologique chez les gens qui sont les plus faibles en tout cas et qui comment dire qui tombent très très facilement dans ce genre de tactique. Donc on a des paniers comme ça de consommation, des paniers moyens. Ok. Ce que les gens oublient avant de commencer à faire ton budget, je vais dire une vérité. On va prendre des chiffres, on va prendre des montants très simples pour garder ça calmement, ok? Tu as un salaire de 1 500 euros. 1 500 euros, on va dire net. Tu as des charges de 1 300 euros, ok? On va garder ça très simple encore. On va dire que tu as des charges de 500 euros. Voilà, on va garder ça très simple pour que ça parle plus facilement. Donc, hop, donc, salaire de 1 500, ok, charge de 500, donc tu as le salaire, tu as les charges et tu as ce qui te reste, ok. Il te reste 1000 balles. En fait, ton salaire, c'est pas réellement ce que tu gagnes chaque mois. C'est ça que je suis en train de déconstruire en fait. Ton salaire n'est pas ce que tu gagnes chaque mois. Ce que tu gagnes chaque mois, c'est ta rémunération moins tes charges. Tes charges sont liées à tes habitudes de consommation. Et ta rémunération moins tes charges donne le net mensuel. Tu vois? Le net mensuel, c'est réellement ce que tu gardes à la maison. Le net mensuel, c'est ce qui reste dans ton compte en banque. C'est ce qui fait que ton épargne puisse augmenter. C'est ton net mensuel. C'est le fruit de ton dur labeur qui te permet de pouvoir construire une épargne sur laquelle tu vas investir, construire des projets et faire progresser en fait ta famille dans la société. C'est ton net mensuel. Et ça, beaucoup de gens ne le voient pas comme ça. Beaucoup de gens se concentrent sur le brut et le net,
Mais non, il y a le brut, il y a le net, mais il y a également le net mensuel. OK? Vraiment. Et c'est là que ça pêche. Les gens vont se plaindre, ils vont dire, bah tiens, je ne gagne pas assez, c'est pour ça que je n'économise pas assez. Moi, j'ai eu le cas d'une personne avec qui je discutais il y a de cela 2 jours. Elle me dit, je ne gagne pas assez, patati patata, je n'économise pas assez. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Elle me dit, en fait, pour te dire la vérité, je suis assez dépensière. C'est tout trouvé, c'est logique que tu ne gagnes pas assez. En fait, que tu ne penses ne pas gagner assez. Parce que, en fait, les gens ne regardent pas euh, leur propre faute dans le fait qu'ils ne gagnent pas assez, entre guillemets. C'est une frustration qui s'opère entre ici et là. Et alors, on va stresser alors le brut pour essayer de l'augmenter. Mais quand on augmente le brut, bah, pour des gens qui ne sont pas éduqués financièrement, ils vont augmenter les charges également. Et c'est le serpent qui se mord la queue, le net mensuel sera tout le temps impacté. C'est tout. C'est tout. C'est ça euh, la base technique pour comprendre le fonctionnement de la pression psychologique qui est opérée sur les ménages, sur tous les segments de ménage. Ok. Et les segments les plus impactés par cette pression psychologique marketing, c'est les segments D et E, et voire même parfois C, qui se retrouvent hyper endettés sans l'avoir vu venir, parce que quand tu as de l'argent, etc., bah, tu dépenses, tu es flatté, il y a de l'ego, etc. Et quand tu es tout en bas de l'échelle du panier moyen, bah, tu veux quand même sortir de ton rond. Tu veux montrer que tu es mieux que tes pairs. Et ça, ce comportement, je l'ai vu auprès de beaucoup de personnes qui veulent se faire plus grands qu'ils n'y sont. Voilà. Euh, et ça, c'est un problème. C'est un vrai problème. Donc, c'est ce qui touche, c'est ce qui touche la qualité de notre épargne en tant qu'épargnant, c'est les émotions et les habitudes de consommation. Et c'est avec ça que les grosses boîtes réussissent à attraper le maximum de personnes pour qu'elles puissent en fait porter leurs articles dans leurs dépenses. En gros, les grosses boîtes ne toucheront jamais ton net mensuel parce qu'elles n'ont pas la main dessus. Mais elles auront la main sur tes dépenses par rapport à la facilité avec laquelle tu te laisses manipuler. OK? Parce que prendre la décision de suivre ce cours chez Learn Corporate, c'est aussi prendre la décision de ne plus être manipulable par ces stratégies marketing que les grandes boîtes ont pour te pousser à consommer de plus en plus. OK? C'est aussi faire le choix de ne plus être en mouton, entre guillemets, à aller toujours consommer le dernier produit, etc. Moi, le premier iPhone que j'ai acheté, c'était en 2017. C'était mon premier iPhone de toute ma vie. C'était un iPhone 7 Plus. Bon, j'ai gardé mon iPhone 7 Plus jusqu'en 2023. Il buguait de partout, il était inutilisable, la caméra ne fonctionnait plus, s'éteignait tout seul. Et j'étais obligé de le changer pour prendre un autre iPhone que j'ai acheté en 2023, un iPhone 14 normal qui aujourd'hui fonctionne parfaitement et que voilà, je prends soin en tout cas de cela et que je ne compte pas vraiment remplacer complètement jusqu'à voilà, tant que je pourrais l'utiliser quoi. En fait, pour moi, les téléphones mettent environ 5 et 7 ans avec moi avant que je les change parce que je ne suis pas euh, facilement manipulable. C'est impossible de me manipuler. C'est impossible de me forcer à
prendre ma main, mettre dans ma poche, sortir de l'argent pour acheter un produit dont je n'ai pas vraiment besoin. C'est impossible. C'est impossible. Donc, c'est aussi accepter de se construire cette psychologie et d'être fort psychologiquement pour ne pas céder à ces tentations quotidiennes sur le marketing de consommation. Ok. Donc, quand tu fais ton budget, on va dire que, on va prendre un exemple. Donc, ça, c'est le mois. Là, actuellement, je suis sur le mois M. Là, c'est le mois suivant. Aujourd'hui, nous sommes le 2 août. Ok, nous sommes le 2 août. Les factures vont tomber. Pour moi, ça a déjà commencé à tomber ici. Donc, facture le 1er. L'autre tombe le 3. Et d'autres vont tomber le 4. Et ainsi de suite jusqu'au 15. Où là, ma période de facturation s'arrête. Donc ici, je vais rembourser tout ce que je dois rembourser, tous les items qu'il faut rembourser. Mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est que je n'ai pas encore, on va dire, reçu ma rémunération pour payer mes factures. On va dire que ma rémunération va peut-être intervenir le 7. Donc c'est la rémunération. Mais qu'est-ce que je fais alors? J'ai ici mon livret, donc mes réserves, et j'ai mes liquidités sur les marchés. Ce qui se passe, c'est que je fais déjà, j'ai une très très bonne connaissance de toutes mes lignes de dépenses. Donc, j'ai pris la peine de répertorier toutes mes lignes de dépenses en 3 catégories. Tu as une première catégorie qui va concerner toutes les dépenses obligatoires. Ça, on parle notamment de l'électricité, des emprunts, des assurances, de tout. Tout ce que tu dois payer qui est obligatoire pour faire fonctionner ton foyer, pour être à jour par rapport à la loi. Les assurances, voilà, rouler assuré, etc., etc., assurer la maison, payer ses emprunts, payer son loyer, etc. Voilà, tout est là. Et après, tu as des dépenses d'investissement. Parce que l'investissement, c'est de l'argent que tu retires, mais ce n'est pas vraiment une dépense. Mais comme c'est de l'argent que tu retires, c'est compté comme une dépense un peu différente. Ok. Pour moi, c'est une dépense un peu différente. On verra ça plus tard. Donc, tu as les obligatoires, tu as les investissements et tu as les dépenses, on va dire, de loisirs. Donc ici, tu as la bouffe, food, donc la nourriture. Et là, tu as les loisirs. Pour tous ces montants-là, je sais exactement combien je vais dépenser. Donc ici, au total, j'ai 500 € à sortir tous les mois, par exemple. Ok. Et donc, ces 500 €-là, je vais les chercher sur mes réserves, sur mon livret. Donc, je vais faire un prêt à moi-même. Voilà, que ce soit moins 500 de mes réserves, plus 500 dans le compte courant. Parce qu'il y a une particularité aussi qui est aussi importante pour votre protection. Il ne faut jamais laisser en fait, vos réserves sur le compte courant. Jamais. Parce que si jamais votre carte bancaire est hackée, parce qu'aujourd'hui, quand tu vas au distributeur, on peut la lire facilement, etc., les hackers auront accès à votre compte courant directement. Et s'il y a vos réserves, bah, ils vont tout vous siphonner. C'est pour ça qu'il faut créer des livrets ou transférer vos réserves. Parce que le livret n'est pas un compte en tant que tel. En fait, ce n'est pas un compte bancaire en tant que tel. Je ne peux pas faire un virement de livret à livret. Ce n'est pas possible. Il faut d'abord que ça passe par le compte bancaire et ensuite que ça transite vers le livret. OK?
Du coup, moi, c'est ce que je conseille aux gens parce que j'ai vu la fois passée d'autres personnes qui avaient 100 000 euros comme ça dans le compte courant, rien dans en fait, rien dans le livret, vraiment dans le compte courant comme ça. Donc, si quelqu'un réussit à prendre sa carte, ses coordonnées, ils peuvent siphonner tous les 100 000 euros. Mais si cet argent est planqué, entre guillemets, dans les livrets, dans les différentes poches, etc., c'est compliqué. Moi, je ne laisse dans mon compte courant que l'argent que j'ai besoin pour fonctionner le mois. C'est tout. Que ce que j'ai prévu, que mon prévisionnel du mois. Ok? Donc ça, c'est le prévisionnel du mois. C'est mon prévisionnel. Ok? Qui va me servir à payer ça, le réel. Une fois que j'ai payé le réel, bah, j'ai en fait l'atterrissage mensuel. Donc, je vais faire la différence entre le prévisionnel, donc ce que j'avais prévu d'économiser, de dépenser, de mettre de côté. Voilà, une comparaison de ça avec ce qui s'est passé réellement. Ok? Faut savoir que ces vérifications-là que je montre, ce sont des vérifications, j'ai été en train d'y penser, qui se passent sur un jour précis, le jour du rendez-vous budgétaire. C'est là que les choses se passent. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, avant de commencer mon mois M, j'étais sur mon mois M-1. Là, on est sur M+1 et là, on est sur M. En fait, j'avais mon jour de rendez-vous budgétaire pour vérifier tout ce que j'ai dépensé au mois M-1 et ainsi déterminer ce que je devais payer, donc avancer comme frais pour le mois M. Ok. Donc, bien sûr qu'on a un jour de rendez-vous budgétaire et ça ne nous empêche pas de faire des checks une fois toutes les 2 semaines ou une fois par semaine pour voir si tout se passe bien selon les prélèvements qui sont passés, si les montants sont bien les mêmes, si on n'a pas des intrus. Donc, ce jour de rendez-vous budgétaire, moi, j'ai le même jour à peu près tous les mois. C'est environ 5 ou 7 jours avant la fin du mois. OK? Avant, euh, avant de toucher le prochain salaire, la prochaine rémunération. Et c'est à ce moment-là que je fais ces opérations. Donc j'ai ce jour avant de commencer un nouveau mois et ce jour de rendez-vous juste avant de commencer en fait un autre mois, mais aussi avant d'en finir un autre. Du coup, ça se suit comme ça et ça me permet d'être complètement en alerte sur tout ce qui se passe sur mon compte bancaire. Donc ce qui se passe ici, c'est que je vais sortir 500 euros qui vont payer tout ça. Je vais recevoir mon salaire. On va dire, je vais recevoir mes 1500 euros. Une fois que j'ai reçu mes 1500 euros, bah, ce qui se passe, c'est que j'ai déjà payé mes 500 euros de charges qui m'ont été prêtés par ma réserve. En fait, je vais virer 500 euros pour rembourser ma réserve. Donc, plus et moins s'annulent. Okay. Et je vais mettre de côté ce que je dois mettre de côté, les 1000 euros qui correspondent à mon économie du mois M plus 1. Non, du mois M, pardon. Parce que c'est la rémunération de ce mois qui tombe le mois suivant. Voilà. Donc ça correspond en fait à mon revenu du mois M. Et ce qui tombe d'ailleurs très très bien par rapport à ce que je vais budgéter ici. Donc par mois, j'ai 1000 euros d'économie. Et tous les mois, je prête 500 euros qui me sont remboursés. Et du coup, je remets de l'argent constamment dans le flux de mon compte en banque. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça me permet d'être en alerte sur tout ce qui se passe, tous les mouvements sur mon compte en banque, de connaître par cœur mes dépenses, de connaître par cœur tout ce qui rentre, tout ce qui sort. Et vu que je connais par cœur tout ce qui rentre, tout ce qui sort, aujourd'hui, tout est négociable quasiment. Je vais alors, avant d'arriver à mon jour de rendez-vous budgétaire, c'est ce que je fais depuis plusieurs années,
c'est de challenger chaque facturation. Je me dis, bah, je connais certains qui payent par exemple leur box internet 70 euros. Pour moi, c'est inadmissible. J'ai vu des box qui se payent 50 euros par mois, mais c'est une folie. 50 euros par mois juste pour regarder la télévision. Et en plus, pour regarder quoi la télévision? Pour regarder des programmes, en tout cas moi, qui ne m'intéressent pas du tout. Voilà. Moi, ça ne m'intéresse pas. C'est de la distraction inutile. C'est de l'endormissement. Ça, c'est mon avis personnel. Du coup, je ne veux pas regarder ça. Donc, ce que je fais, c'est que j'ai besoin que l'Internet. Vu qu'on ne peut pas me vendre Internet sur la télévision, c'est un peu du forcing, bah, je prends quand même la télé, mais j'ai réussi à me prendre un abonnement à 34 euros par mois, au lieu de 70 euros. Avec l'Internet, hein, la fibre qui fonctionne très très bien. Et ça fait aujourd'hui 2 ans, 3 ans que je suis sur cet abonnement-là. Et je cherche à le baisser encore plus davantage. Donc voilà, je suis en recherche d'autres offres. Ces jours de repos-là, ces jours de repos budgétaires qui me permettent aujourd'hui de faire ces recherches, de challenger. Tous les ans, je change de forfait téléphonique pour toujours avoir le moins cher possible. Parce que je n'ai pas besoin d'avoir 500 gigas d'internet par mois, ça me sert strictement à rien. J'ai besoin à la limite de 10 gigas d'internet par mois, ça me va très bien. Ça me va très très bien parce que le reste du temps, je suis à la maison ou je suis en voyage. Et quand je suis en voyage, j'achète des eSIM spécifiques avec un nombre de gigas et je ne dépense même pas ces gigas totalement. Voilà. Donc en fait, j'ai pas besoin d'avoir une offre sophistiquée. Pour mon téléphone, je suis sur un forfait de 9 euros par mois et ça me va très très bien comme ça. Et je suis en train de chercher encore plus bas. Donc on va vraiment challenger les lignes pour améliorer sa capacité d'économie. C'est vraiment sur les charges qu'on agit, qu'on a la main, parce que le salaire n'augmente pas tout le temps. C'est pas dans tous les métiers que tu as la chance d'avoir des augmentations chaque année. Donc nous, on travaille vraiment sur les charges pour les challenger, revoir les prix des assurances, les faire baisser, etc., 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 etc. Ok. Euh, donc ça, c'est la rigueur qu'il faut construire lorsque l'on veut gérer son budget, l'on veut appliquer en fait la méthode Learn Corporate. Ok. Donc ça, c'est seulement pour l'aspect budget. Je pense que on verra après par la suite euh, comment organiser tout cela dans son compte bancaire. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont 10 000 comptes bancaires, qui ont 10 000 frais de compte bancaire qui sont complètement inutiles. Ok. Donc il y a vraiment une stratégie euh, bien dédiée à la gestion de son compte bancaire afin d'avoir une gestion complètement lisse et de pouvoir facilement gérer ses dépenses et gérer les mouvements parce que même moi, ça me fait tourner la tête quand je fais trop d'achats et que je vois qu'il y a pas mal de lignes par-ci par-là, tu te perds et tu laisses passer des choses. Donc justement, euh, ma technique a évolué à un moment donné pour permettre de s'adapter donc à notre nouveau monde de consommateurs. Et cela passe vraiment par une vraie gestion de son compte bancaire pour permettre l'application de cette technique. Ça sera facile de l'appliquer avec un seul compte bancaire, mais c'est plus aisé de le suivre donc avec au minimum 2 comptes bancaires précis. Donc, on va le voir juste après, ok? Parce que ça sera l'idée. En fait, l'idée sera de vraiment faire le lien avec ce qu'on a vu avant pour ne pas perdre le fil des choses. On a un premier compte bancaire. La plupart des gens, ils ont des emprunts. Donc, ce que je conseille, c'est d'avoir un premier compte bancaire
auprès d'une banque physique qui a pignon sur rue. Parce que c'est là que votre salaire va tomber. Ok. Vous aurez à peu près entre 10 et 20 euros de frais de carte bancaire. Mais ça peut se négocier. Ok. Et c'est là que vous aurez notamment votre livret. D'accord. Euh, Ensuite, vous recevez votre salaire ici. Vous avez vos prélèvements ici. Tous les prélèvements obligatoires, etc. Et moi, je ne conseille vraiment pas du tout d'utiliser cette carte pour des achats sur Internet. Des achats de type Shein, de type, voilà, sur des sites par-ci, par-là, de laisser votre carte principale. Non, il ne faut pas faire ça. Pas la carte principale. C'est pourquoi je conseille en fait une carte auprès du néobanque. Moi, j'utilise une certaine marque de carte où tu n'as pas du tout de frais bancaires. La carte elle coûte 0 par mois. Et ce que je fais, c'est que vu que j'ai tous les prélèvements ici, j'aime bien contrôler mon budget alimentation. Donc mon budget alimentation, on va dire que c'est 100 euros. Tous les mois, je vire 100 euros de budget alimentation ici. Et ensuite, c'est à moi de gérer. Le but étant bien sûr d'être positif ou de tout utiliser si on n'a pas le choix. Ok. Donc ça, je conseille plutôt une carte internationale, pas la carte virtuelle que ta banque te donne. Non, ça c'est pas bon. Parce que si tu as un profil comme moi, par exemple, qui voyage beaucoup, si tu utilises ta carte, la carte que la banque te donne, tu auras des frais de devise astronomiques que tu devras payer, forcément. Et ça, c'est de l'argent jeté à la fenêtre. Donc, moi, ce que je fais pour mes voyages, j'ai une Amex, parce que vu que je budgétise tout, j'ai budgétisé dans mon budget, par exemple, que je vais utiliser 300 euros pendant mon voyage, bah, j'ai 300 euros, une ligne de 300 euros qui est prête à être utilisée. Ce qui est bien avec les Amex, c'est que tu ne paies pas de frais de devise et ils t'avancent l'argent. Donc, tu n'es pas obligé de faire un virement à chaque fois que tu as envie de dépenser quelque chose parce qu'il y a forcément un temps d'attente entre les deux banques. Ok. Mais la Amex te prête de l'argent et tu vas avoir le virement en fin de mois pour récupérer la ligne. Simplement. C'est hyper simple. Donc, il faut juste faire attention, ne pas dépenser plus que ce que tu ne peux. Mais sinon, ça fonctionne parfaitement. Ils sont très très réactifs. Donc, moi, dans mon cas, j'ai trois cartes bancaires. Une qui sert qu'au prélèvement et à la relation bancaire. Une deuxième pour mes charges de nourriture, de bouche, etc. Et une troisième que je n'utilise que lorsque je voyage. Voilà. Et je l'ai notamment pris avec une offre, 1 an gratuite. C'était la moins chère. Et au bout d'un an, bah, il te coûte 5 euros par mois. Donc tu peux notamment l'annuler lorsque tu sais que tu ne peux pas voyager pendant les prochaines, etc. Et la réactiver que 1 mois ou 2 mois avant ton voyage, de façon à bénéficier de l'année gratuite encore. Voilà, c'est tout. Il faut être stratégique. Faut vraiment être stratégique et utiliser tout ce qui est à ta disposition pour faire le plus d'économies possible. Donc ça, c'est vraiment la gestion stratégique bancaire que moi je conseille, qui fonctionne pour moi, qui me permet de ne pas avoir de mauvaises surprises et de toujours être complètement en phase et à l'aise avec ma gestion financière personnelle. OK? Donc, une fois qu'on a aujourd'hui investi, euh, économisé, pardon, il faut maintenant investir de l'argent. Il faut savoir comment répartir cet argent. Mais bon, je vais m'arrêter là. Ça sera un autre topic, un autre sujet qu'on va voir après, qui est tout aussi important. Mais aujourd'hui, on retient qu'il y a vraiment une vraie stratégie bancaire à mettre en place. C'est hyper important. Et
On retient également qu'il y a aussi une stratégie de ligne à ligne qu'il faut maintenir, qu'il faut euh, faire persévérer et que tu as des rendez-vous budgétaires à mettre en place chaque mois à date constante si tu le peux, afin de bien contrôler tes finances. C'est hyper important. On rentre dans une phase économique qui est dure, où chacun compte chaque euro. Ok? Chaque euro est compté. D'accord? Bon, j'espère que tu as apprécié. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser par mail ou en dessous de la vidéo, sur les commentaires. Je me ferai un plaisir de te répondre et de t'aider dans tes questionnements. Merci et à la vidéo suivante.